Pour la troisième séance, on a comme sommaire, bon, ça c'est juste ce rappel, hein, rappel. Pour la troisième séance, on a comme sommaire le coût d'opportunité qu'on va terminer avec le coût d'opportunité. Et puis, on va voir les risques pays. Les risques pays, on a commencé à parler il y a 2 semaines, mais pour aujourd'hui, on va voir c'est quoi le risque pays. C'est quoi, pourquoi dans un pays, il n'y a pas d'investissement. C'est ça. Pourquoi il n'y a pas d'investissement? Pourquoi un pays fait peur à des investisseurs? C'est ça qu'on va essayer de voir. Et pourquoi un pays fait peur à des touristes hein, aussi, des touristes qui ne veulent pas voyager dans ces pays-là. C'est tout ça qu'on va essayer de voir. Et puis, au final, on va terminer avec les grandes tendances, les tendances du moment, les tendances qui résument les relations entre différents pays. On va essayer de parler un peu de la géopolitique, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le but. Nous ne sommes pas en stratégie internationale, mais nous sommes beaucoup plus dans une formation qui s'oriente vers le business à l'international, comment vous pouvez faire du business à l'international. C'est ça. Alors, on avait parlé de l'avantage absolu, la théorie de l'avantage absolu, cette théorie qui montre comment on produit de la richesse. Comment on produit de la richesse, si on veut résumer, c'est la spécialisation. Quand vous cherchez à vous spécialiser dans un domaine, vous maîtrisez le domaine de A à Z, là, vous vous êtes spécialisé dans ce domaine. Quand vous êtes spécialisé dans ce domaine-là, vous pouvez produire de la richesse rapidement. On avait pris l'exemple de la fabrication de vin. Un pays qui est spécialisé dans la fabrication de vin va, va fabriquer seulement le vin et après va commercialiser en grande quantité. Quand on est spécialisé dans un domaine, ça nous permet de produire de grandes quantités en un temps réduit. C'est ça la spécialisation. Cela, ce n'est pas dit que je suis je suis un touche-à-tout. Je sais j'ai une information sur toutes les choses. Je maîtrise toutes les choses. Donc, ça n'existe pas. On ne maîtrise pas toutes les choses. On ne maîtrise pas toutes les choses. Moi, personnellement, en sciences de gestion, ben, bien que je contourne les sciences de gestion, mais en finance, hein, j'ai seulement quelques notions, mais je ne peux pas intervenir en finance. Et puis, en finance, comptabilité, pareil. J'ai quelques notions. Je peux faire une comptabilité pour une petite boîte, une petite entreprise. Mais est-ce que je peux gérer la comptabilité d'une grosse entreprise? Non, je peux pas. Je ne peux pas. Voilà, c'est ça. On a des limites, c'est ça. Il faut savoir. Alors, avec ça, avec la spécialisation, quand on est spécialisé dans un domaine, ça nous permet de consacrer moins de temps pour réaliser des tâches et ça nous permet d'être plus efficient. Au fur et à mesure qu'on est plus efficient, on a une productivité plus élevée. Et la productivité plus élevée, ça veut dire que les salaires augmentent en même temps. Et ça veut dire plus d'argent. Et la quantité d'argent qu'on a, on peut consommer et après on peut épargner. Et comme ça, on produit de la richesse. C'est ça, les causes de la richesse des nations que Adam Smith avait expliqué dans son livre. Voilà. Et maintenant, ça peut arriver qu'on n'a aucun avantage. On ne sait pas dans quel domaine qu'il faut spécialiser, déjà. On n'a aucun avantage, on ne sait pas dans quel domaine qu'il faut spécialiser. On est en quelque sorte, on cherche à tirer les marrons du feu. Dans ce cas-là, il faut trouver une autre théorie, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'avantage comparatif, ou bien la théorie des avantages comparatifs. C'est ça qu'on va essayer de voir. Et voilà, ça permet d'affiner la théorie et d'avantage absolu. Alors, pour cette théorie-là, on dit qui a travaillé sur cette théorie, c'est Ricardo. Alors, on va dire, c'est grâce à Ricardo qui fait qu'on peut parler de commerce international. C'est grâce à Ricardo, vous pouvez prendre votre ordinateur, vous allez sur Internet, vous tapez le nom d'un produit. Bon, généralement, les premiers sites Internet qui montent, ce sont les sites Internet chinois, soit et surtout AliExpress, Temu, qui sont des grands mastodontes hein, dans le commerce. Et vous pouvez commander, vous êtes dans votre pays, vous commandez soit en Chine, soit au Japon. Et peut-être dans une semaine, vous allez vous faire livrer chez vous.
Ça, c'est important. C'est grâce à ce monsieur-là que vous voyez, eh bien, peut-être ça ne vous dit rien, mais quand même, c'est important de rappeler, c'est grâce à ce que David Ricardo avait théorisé qui fait qu'on peut parler de ça. Bon, on avait dit que c'était un homme politique, hein. En plus d'un homme politique, c'était un philosophe, et en plus d'être philosophe, euh, c'était un économiste. Voilà. Bon, pour rappel, longtemps, les scientifiques, bon, entre guillemets, les scientifiques ou les penseurs, les spécialistes, c'était avant tout des philosophes. C'était avant tout des philosophes. C'est pour cela que on a ce bonhomme, hein, David Ricardo, qui avait beaucoup travaillé déjà pour la disparition des frontières, la disparition totale des frontières. Alors, c'est ça encore qui est un peu bizarre quand on voit les Occidentaux qui disaient qu'ils sont des libres penseurs, ils sont des libéraux, ils pensent toujours qu'ils utilisent la théorie des avantages comparatifs ou bien qu'ils s'alignent dans la pensée de David Ricardo. Là, c'est faux. La pensée de David Ricardo, c'était la disparition totale des frontières, à la fois pour les marchandises et à la fois pour les hommes aussi. La disparition totale des frontières. Si on prend Adam Smith, de Adam Smith à David Ricardo, c'était ça la disparition des frontières quand on parle de la disparition des frontières, frontières à la fois pour la libre circulation des hommes et la libre circulation des marchandises. Et c'est seulement les marchandises que les Occidentaux acceptent. Et là encore, quand on parle des marchandises, dans leur nouveau modèle de mondialisation, quand ils parlent des marchandises, ils parlent des marchandises de haute qualité, de haute technologie qui coûtent cher, devraient sortir des pays occidentaux pour aller sur les marchés, d'autres marchés ou bien des marchés des pays du Sud. Et en retour, des produits moins chers doivent sortir des pays du Sud pour venir dans les pays occidentaux. C'est ça qui leur donne un avantage exceptionnel. Bon, voilà, c'était leur réflexion, c'est leur réflexion, c'est pas c'était, c'est leur réflexion. Et encore, ça persiste. Et pourquoi ça nous permet de poser des questions? Pourquoi il y a toujours des guerres dans certains pays? S'il y a toujours des guerres dans certains endroits, c'est à cause de ces échanges qui se basent sur l'inégalité qui fait qu'on arrive toujours à avoir des guerres partout et surtout les grandes entreprises occidentales investissent beaucoup dans des pays, entre guillemets, des pays sous-développés et parfois ils peuvent rentrer dans des financements qui ne sont pas propres. Voilà, alors c'est ça. Et, bon, on avait dit que la théorie des avantages comparatifs énoncée par Ricardo, c'est ça qui est la base de la mondialisation. La mondialisation, en quelque sorte, c'est quoi? C'est que pendant qu'on est en été, on peut avoir des produits d'hiver. Pendant qu'on est en hiver, on peut avoir des produits d'été pour consommer. Voilà. Par exemple, nous sommes en hiver, on va avoir des fruits et légumes dans les rayons des supermarchés, des légumes qui sortent de partout, des fruits qui sortent de partout. Voilà, c'est ça la mondialisation. C'est juste pour réduire le monde comme un village. C'était le rêve de David Ricardo. Alors, c'est important. Mais tout à l'heure, on avait parlé de spécialisation. La spécialisation, c'est au fur et à mesure qu'on est spécialisé dans un domaine, au fur et à mesure qu'on va produire de la richesse et au fur et à mesure qu'on va devenir riche. On va devenir riche, c'est parce que au fur et à mesure qu'on produit de la richesse, on est spécialisé, on est plus prolifique, hein, on est plus prolifique, plus productif. Et quand on est plus productif, on va générer énormément d'argent et ces argents-là, on va les épargner. C'est l'épargne. C'est l'épargne. D'accord? Avec l'épargne, on- on va accroître notre capital. Et ce capital-là, on peut soit investir en bourse, soit investir pour avoir des taux d'intérêt, etc., etc. Voilà, c'est dans ce sens-là. Voilà, c'est là on pose la question, quand on avait dit que pour la théorie des avantages comparatifs, il y a des pays qui doivent spécialiser dans certaines productions. Par exemple, on voit Luxembourg qui est spécialisé dans la finance internationale. La finance internationale. Et aussi, on a la Suisse qui est spécialisée dans la finance en général. Dans les grandes banques se trouvent en Suisse.
Et la Chine qui est spécialisée dans la fabrication des produits manufacturiers. Les manufactures, c'est en Chine. Voilà, c'est ça que les Occidentaux avaient dit avec l'arrivée de la Chine dans le commerce international, dans l'OMC, au début des années 2000. Ils ont dit, on va trouver un grand marché pour vendre nos produits, pour écouler nos stocks. Alors, et pourtant, c'est l'inverse qui s'était produit. Parce que les Chinois ont une autre mode de réflexion, parce que pour eux, chaque personne doit consommer, chaque personne doit disposer un produit ou un service. Chaque personne doit avoir accès à un produit, dépendamment de son budget. Si la personne a petit budget, la personne va trouver un produit qui correspond à son petit budget. Si la personne est riche, la personne va trouver des produits qui correspondent à son niveau, à sa réputation et à son aura. Produit luxe, en quelque sorte. C'est ça. C'est vraiment le principe de l'équité. Chaque personne trouve sa part. C'est ça. C'est la réflexion des Chinois. OK, on avance. Alors, on avait parlé que Adam Smith, c'est à la base, a travaillé sur les travaux d'Adam Smith. Il a prolongé sa réflexion pour établir la base du commerce international. Voilà. Et en termes de réflexion de productivité, ça peut arriver dans les deux pays. Dans deux pays, il y a un pays qui ne possède aucun avantage. Si le pays possède aucun avantage, on va voir quand même comment on peut faire du business avec ce pays-là. D'où l'intérêt, ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Là, on avait donné l'exemple entre deux pays, hein, pays A et pays B, qui fabriquent soit des voitures ou des ordinateurs dans chacun de ces pays-là. On pose la question qui va produire quoi. Pour déterminer qui va produire quoi, il faut calculer le coût d'opportunité. Bon, ça, c'est juste un calcul théorique. Bon, alors, là, on avait vu ce graphique, on avait dit qu'il y a plusieurs poches, environ 6 à 8 poches de commerce dans le monde. Le plus grand, le plus grand hub se trouve en Europe, hein, le plus grand hub technologique et logistique. Et le deuxième hub se trouve en Asie, troisième, c'est en Amérique du Nord, et quatrième se trouve en Amérique latine. Amérique latine, ça c'est important. Et puis cinquième, c'est le Moyen-Orient. Sixième, c'est les anciens pays de l'URSS. Et puis le septième, c'est l'Afrique. Bon, l'Afrique, hein, on voit en termes de tonnes métriques échangées. En termes de tonnes métriques échangées. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez faire du business, que ça va être rentable, le premier endroit qu'il faut choisir pour faire du business, c'est l'Europe. Et après l'Europe, hein, c'est l'Asie. Quand on parle de l'Europe, il faut bien préciser, c'est l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest est des pays qui sont très attractifs pour le commerce. On va voir l'Allemagne, la France, hein, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Ce sont les pays les plus attractifs pour le commerce. Et on peut, j'ai failli oublier, la Grande-Bretagne, l'Angleterre. Pour le business. Pour le business, c'est dans ces pays-là. Deuxième, c'est les pays de l'Asie, les pays de l'Asie. Et troisième, les États-Unis, pour faire du business. Parce que il y a des consommateurs et ces personnes-là n'hésitent pas pour acheter. Voilà. N'hésitent pas pour acheter. C'est important de faire du business dans ces pays-là. Et puis, le coût de la vie aussi est différent par comparaison au reste du monde. Contrairement à l'Asie, l'Asie, on sait que l'économie asiatique est une économie émergente, mis à part de la Chine qui est déjà émergée, Corée du Sud qui est émergée, mais le reste, ça reste encore émergent. C'est important de faire du business, mais bon, quel business qu'on va faire? Et là encore, en termes de population à nourrir ou population à consommer, l'Asie, c'est le premier continent qui consomme beaucoup plus. Il y a plus de personnes, le premier continent consommateur. Voilà. On avait vu ça dans la 10e séance, on avait beaucoup parlé sur ces notions. Bon, ça, ne vous inquiétez pas, c'est juste à titre d'information. On va voir le fameux coût d'opportunité. C'est ça qui
caractérise la théorie des avantages comparatifs. Là, si on prend l'exemple de deux pays pour une entreprise qui est spécialisée dans la production de deux catégories de produits, soit des jeans, soit des chaussures, et cette entreprise-là veut faire du sourcing. Quand on parle de sourcing, ça, il faut bien retenir, sourcing signifie faire faire. C'est de faire faire des produits pour vous. Alors, c'est vrai, quand on voit le nom de l'entreprise s'affiche sur l'emballage, mais ce n'est pas l'entreprise qui fabrique les produits. L'entreprise paye pour fabriquer les produits. Là, on prend exemple une entreprise ou bien un entrepreneur qui est spécialisé dans la production des jeans et des chaussures. Cet entrepreneur-là cherche des pays pour faire fabriquer ses chaussures et ses jeans. À partir des études de marché ou bien de la recherche d'informations, cet entrepreneur-là va choisir deux pays, c'est la Turquie et l'Argentine. Parmi ces deux pays-là, qui sont des grands fabricants, on va voir par heure, la Turquie produit 200 paires de chaussures et l'Argentine, c'est 150 paires de chaussures par heure. Et on va voir, et pareil, hein, pour les jeans, la Turquie fabrique 100 jeans par heure et l'Argentine 300 jeans par heure. Si on regarde comme ça, si on regarde comme ça à l'œil nu, on constate que dans la fabrication des jeans, l'Argentine possède un avantage absolu sur la Turquie. C'est pareil, hein, dans la fabrication des chaussures, on voit que la Turquie possède un avantage absolu par rapport à l'Argentine. Alors, pour l'entrepreneur, on ne va pas aller dans un seul pays pour faire fabriquer les deux produits. Il faut trouver quel pays qui possède un avantage dans l'un ou le produit. Dans ce cas-là, on peut choisir d'aller dans les deux pays. Et pour cela, on aura le temps d'en parler. Pour cela, pour aller dans les pays, il faut avoir des représentants sur le terrain. Ça, c'est important. Voilà. En termes de coût d'opportunité, tout se passe par le coût d'opportunité. Coût d'opportunité, ça, c'est important pour vous. C'est le coût d'opportunité. Alors, dans la réflexion, on a dit pour fabriquer une paire de chaussures, c'est équivalent à 0,5 jeans, c'est moitié d'un jean en Turquie. Moitié d'un jean en Turquie, ou bien moitié du temps consacré pour la fabrication d'un jean. Voilà. Pour produire un jean en Turquie, c'est deux paires de chaussures on va fabriquer. Voilà. C'est deux fois le temps consacré pour fabriquer euh, une chaussure. Alors, c'est ça, une paire de chaussures. Alors, c'est ça qu'il faut réfléchir. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit la Turquie est plus efficace dans la fabrication de chaussures. La Turquie est plus efficace dans la fabrication des chaussures. Alors, c'est pour la Turquie, il faut se consacrer à la fabrication de, de la chaussure. Il faut laisser tomber la fabrication des jeans. Par contre, pour l'Argentine, qu'est-ce qu'on constate? Pour fabriquer une paire de chaussures, on consacre le temps consacré pour fabriquer deux paires de jeans. De même, pour fabriquer euh, un jean, on consacre la moitié du temps consacré pour la fabrication des chaussures. Qu'est-ce qu'on constate également? On constate que l'Argentine est plus efficace dans la production des jeans. Et le choix est vite fait. Si l'Argentine est plus efficace dans la fabrication des jeans, ça veut dire que le coût de production est moins cher en Argentine dans la fabrication des jeans et le coût de production est plus cher en Argentine dans la fabrication des chaussures. Et en Turquie, le coût de production est moins cher dans la fabrication des chaussures et le coût de production est plus cher dans la fabrication des jeans. Voilà, le choix va vite fait, vite fait. Quand c'est comme ça. En termes d'avantages absolus, tous, on avait dit ça tout à l'heure, la Turquie produit davantage de chaussures, hein, voilà, 200 contre 150 par heure, ce qui lui confère un avantage absolu.
pour ce produit. La Turquie possède un avantage absolu dans la fabrication de chaussures sur l'Argentine. De même, l'Argentine possède un avantage absolu dans la fabrication des jeans sur la Turquie. Maintenant, passons à l'avantage comparatif. Si on compare ces deux pays, on voit que la Turquie, avec un coût d'opportunité plus faible pour les chaussures. Ce coût d'opportunité, c'est le calcul qu'on avait fait ici. C'est ça qui nous donne le coût d'opportunité. Vous voyez? Le coût d'opportunité. C'est ça. C'est ça le coût d'opportunité. 0,5 pour jean pour la Turquie et l'Argentine, c'est 0,5 pour chaussures. Voilà, c'est ça qui donne le coût d'opportunité. Ça, il ne faut pas jouer avec ça. Voilà, avec un coût d'opportunité plus faible pour les chaussures, on a un avantage comparatif dans la production de chaussures pour la Turquie. De même pour l'Argentine, avec un coût d'opportunité plus faible pour les jeans, l'Argentine a un avantage comparatif dans la production des jeans. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que ça signifie? Si vous allez conseiller cet entrepreneur, cette entreprise, comme recommandation pour le sourcing, et je rappelle, le sourcing, c'est faire, payer pour fabriquer. Vous payez quelqu'un ou bien vous payez une entreprise pour fabriquer pour vous. Vous payez une entreprise pour fabriquer les produits pour vous. Après, vous pouvez mettre votre logo, votre image, comme vous voulez. Ça, c'est le sourcing. C'est quand vous allez négocier, dans le langage technique, on entend ce mot-là, sourcing. Sourcing, parfois ils disent outsourcing, outsourcing, c'est ce qu'on appelle la sous-traitance. La sous-traitance, quand on parle de la sous-traitance, c'est le sourcing qu'on parle. C'est la sous-traitance, c'est le sourcing. Voilà. On dit pour un sourcing de chaussures, la Turquie est un choix optimal grâce à son efficacité accrue et à son avantage absolu et comparatif. Pour le sourcing de jeans, l'Argentine est plus appropriée en raison de sa spécialisation et de son avantage comparatif dans ce produit. Alors, en quelque sorte, l'entrepreneur en soi va déjà prendre contact avec l'Argentine ou bien une entreprise en Argentine qui fabrique une entreprise en Argentine qui fabrique les jeans pour pouvoir faire ces jeans pour lui. De même, il va prendre contact avec une entreprise en Turquie qui fabrique des chaussures pour faire fabriquer ces chaussures pour lui. Et une fois qu'il a ses produits, il peut mettre son emballage, son étiquetage, etc. Et même dans la négociation, on peut même négocier avec l'entreprise pour que l'entreprise puisse ajouter le logo, votre logo sur les produits fabriqués. Alors, c'est ça. Ça, c'est important quand on parle de l'avantage comparatif et coût d'opportunité spécialisation, c'est que vous allez chercher sur Internet. Ce n'est pas la première entreprise qui arrive, on fait appel, on dit c'est bon. Non, il faut comparer. Il faut comparer, il faut appeler plusieurs pays. Je vous ai dit la fois dernière, euh, votre pays d'origine possède une ambassade ou un consulat dans l'un des pays que vous avez choisi. Ça, c'est important. Là, on avait choisi la Turquie et l'Argentine. Il faut que vous vous informez, si vous voulez faire du business avec une entreprise, faire fabriquer des produits pour vous. Là, on a pris l'exemple des jeans, ça peut arriver. On prend d'autres exemples comme des t-shirts, des baskets ou bien des casquettes, ça peut arriver. Ça peut arriver aussi des produits de beauté, ça peut arriver. Là encore, votre premier contact, c'est l'ambassade de votre pays qui se trouve dans ce pays-là, l'ambassade de votre pays qui se trouve en Turquie ou en Argentine. Parce que ce sont vos impôts qui payent ces gens déjà, les impôts que vous payez, ou bien les impôts que votre famille paye, c'est avec ces impôts-là qu'on paye ces gens, soit en tant que chargé d'affaires, soit en tant que, bon, des consuls, parfois il y a plusieurs consuls, plusieurs noms, ou bien en tant que ambassadeur. Voilà, ces personnes-là sont là pour nous aider. Déjà, c'est notre première source de contact, hein. C'est avec ces personnes-là. Vous rentrez en contact avec eux pour dire que, voilà, vous êtes dans tel pays, j'aimerais rentrer en contact avec les entreprises qui fabriquent des jeans, par exemple.
fabriquent des jeans, ou bien les entreprises qui fabriquent des chaussures. Voilà, c'est comme ça marche. Voilà, ça, c'est important. Il faut tenir compte de ça. C'est quand on parle de avantages comparatifs, vous allez comparer les deux pays. Les deux pays pour voir avec quel pays qu'il faut commercialiser, avec quel pays il faut échanger. Voilà. Là, on avait pris l'exemple d'entreprise. C'est pareil pour un pays qui veut faire des échanges avec un autre pays. Là aussi, ça c'est important. Bon, on va dire que nous sommes dans une économie de plus en plus capitaliste à travers le monde. Ce ne sont pas les représentants pays qui négocient, ce sont les entreprises qui négocient. Mais oui, les entreprises négocient, mais passent souvent par les représentants, soit des consulats, soit des ambassades, pour pouvoir négocier. Voilà, ça c'est tout ça qu'on devait voir. On ne va pas rentrer en détail parce que c'est très technique, hein, les coûts d'opportunité. Pour beaucoup d'opportunités, ça, vous demandez n'importe quel stagiaire, n'importe quelle personne de vous faire ça, c'est rapide. OK, maintenant, on va passer à l'autre gros morceau, c'est le risque pays. Le risque pays, c'est important. Parce que c'est le risque pays qui va dire tel pays, c'est risqué, il ne faut pas y aller. Tel pays, c'est risqué. Bon, tout à l'heure, on avait pris l'exemple d'Argentine, mais l'Argentine est considérée comme un pays risqué selon les Occidentaux. D'accord? OK, bah, on parle de risque pays. Risque pays, c'est un ensemble de risques, hein, associés à un pays spécifique. C'est un ensemble de risques qui sont associés à un pays spécifique. Et ces risques-là impactent sur l'investissement. Ces pays qui sont risqués, on ne va pas avoir un investisseur qui va investir dans ce pays-là. S'il y a un pays risqué, on dit c'est risqué, c'est automatique. Mais par contre, si c'est votre pays, vous connaissez votre pays, vous connaissez les risques et vous connaissez comment contourner les risques, il n'y a pas un problème. Mais si c'est un investisseur international, lui, il ne va pas investir. Ça, il faut que vous ayez en tête. Il faut que vous ayez ça en tête. Oui, les risques peuvent affecter les investissements, les entreprises. Alors oui, si vous êtes une entreprise, hein, quand il y a des problèmes, hein, vous fermez boutique, vous n'allez pas rester ouvrir parce que c'est dangereux pour vous. Ou les opérations internationales. Les opérations internationales, c'est très vaste, même pour des virements bancaires, même des transferts d'argent. Tout est calculé. Par exemple, dans les pays où il y a la guerre, où il y a un problème quelconque, si on va faire un virement vers ce pays-là, vous allez voir, votre banque va vous poser énormément de questions pour savoir quelles conditions, quels motifs, etc. Il faut commenter, il faut justifier déjà. Il faut justifier pour. Ça, c'est important. On dit opération internationale, même pour une visite de courtoisie, on ne va pas vous laisser l'occasion d'y aller. C'est pour cela, vous voyez, le plus souvent, les pays occidentaux enlèvent souvent leurs représentants ou bien font en sorte de noter sur leur site ou bien leur consulat, les sites internet de leur consulat, de leur ambassade, préciser qu'il y a tel pays qu'il ne faut pas y aller. C'est risqué. Ou bien ils rappellent leur personnel diplomatique. Ça aussi, parce que c'est à cause de ce fameux risque pays. Et ça, c'est important. On dit que c'est une mesure multidimensionnelle. Pourquoi? Parce qu'on prend plusieurs aspects dans le risque pays. Ce n'est pas un seul aspect, ce n'est pas l'aspect politique seulement. Le plus souvent, les gens disent, oui, il y a des problèmes politiques, à cause des problèmes politiques, ils ne vont pas investir. Mais non, c'est plus que ça. C'est un ensemble, c'est tout un ensemble. On dit que c'est une mesure multidimensionnelle qui combine les facteurs d'ordre économique, politique, sociétaux, sociaux, environnementaux, technologiques aussi, pas mentionner technologique, technologiques aussi, des facteurs légaux propres au pays. Il faut bien préciser, c'est propre au pays. Ce n'est pas juste un endroit. Si on prend l'exemple maintenant, l'Arabie Saoudite est considérée comme un pays safe, un pays hyper sécurisé. Est-ce que n'importe qui peut débarquer en Arabie Saoudite comme ça, aller faire du business? Je ne suis pas sûr. Ouais. Là encore, c'est pour cela qu'on dit que des environnementaux, des facteurs environnementaux, économiques, politiques, sociaux, technologiques, etc., propres au pays. C'est propre au pays.
et mesure en fonction des critères de pondération. Bon, pareil pour les critères de pondération, c'est un peu technique, mais bon, je vous parle. On va voir ces risques-là. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous aurez un document, il y a un document Word de 6 pages qui explique tous les risques pays, comment ça, comment il faut tenir compte de ces risques-là, comment ça se manifeste, quelles sont les instances qui mesurent ces risques-là, aussi qui vous aident à aller plus loin. Ça, mais quand même, il faut que je vous rappelle ces risques-là. Par exemple, instabilité gouvernementale, changement de gouvernement. Là, c'est un gros problème. Par exemple, dans un pays, si on a souvent des changements de premier ministre à chaque instant, là, il y a un problème. Parce que le gouvernement change à tout moment. Si le gouvernement change à tout moment, ça ne donne pas confiance aux investisseurs. Ça ne donne pas confiance aux investisseurs. Parce que les investisseurs sont en accord de partenariat avec le gouvernement en place. Si le gouvernement change, il faut reprendre le processus. Et ça demande du temps et ça demande de l'argent. Parce que pour rencontrer euh, les officiels gouvernementaux, ce n'est pas juste un appel téléphonique, hein. Il faut planifier, il faut trouver un moment clé dans leur agenda. Est-ce que leur agenda correspond à mes agendas? Tout ça, c'est important. Et dans quel lieu qu'on va rencontrer cet officiel-là? Est-ce que c'est bon, ce sont des officiels. Il faut payer un endroit chic qui coûte de l'argent. Il faut penser à la sécurité. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et aussi le repas, les repas. Tout ça aussi, ça c'est important. Il faut tenir compte de ça. Et parfois, dans un endroit neutre, il y a les frais d'avion, billets d'avion, etc. Et les frais d'hébergement, tout ça, les sécurités, il faut payer. Ça, il faut tenir compte de ça. C'est pour cela, il ne faut pas jouer avec ça. L'instabilité politique, ça c'est important. On dit changement fréquent de gouvernement. Révolution. Bon. Là, on dit seulement instabilité politique, ça fait partie des risques politiques. D'autres risques politiques, on a des guerres et conflits internes. Des guerres, conflits internes, des conflits armés, insurrections, etc. Vous vous rappelez l'histoire de la Libye au début 2011, hein? Vous vous rappelez, les grandes entreprises qui étaient en Libye sont rapatriées en France. Les grandes entreprises françaises qui étaient en Libye. Ça aussi. C'était des conflits armés, l'insurrection, les tensions ethniques et religieuses, les guerres de religion. Là aussi, ça c'est important parce que on a la mémoire de l'histoire. C'est que quel ravage la guerre de religion avait fait en Europe, surtout en France. Ça aussi, la guerre des religions, les conflits religieux, les tensions religieuses, ce n'est pas un jeu. Des personnes, des groupes de personnes qui luttent pour l'appartenance à un prophète quelconque ou à un courant au nom d'un seul Dieu, des fois, un seul Dieu, et puis qui s'entre-déchirent. Il y a des pertes en vie humaine énormes. Si vous tapez sur Internet guerre des religions en France, et catholiques et protestants, là, vous allez découvrir des horreurs, des chiffres qui font foi. Voilà, ça c'est important. Autre chose, tension ethnique, ça c'est plutôt dans les pays qui sont très métissés. Quand on parle de tension ethnique, vous vous rappelez la guerre de la disparition de Yougoslavie, c'était un conflit interethnique, interethnique. Et la Yougoslavie s'est scindée en 5 nouveaux pays à cause de la guerre ethnique. Guerre ethnique. Ça, il faut penser. Ça, il ne faut pas jouer avec ça. La guerre ethnique. Bon, il y a dans certains pays, c'est accepté, les ethnies vivent côte à côte, mais dans d'autres pays, les ethnies vivent de manière séparée. Vivre de manière séparée, qu'est-ce que ça signifie? Ils ne vont pas se marier ensemble. On ne va pas se marier avec une personne d'une autre ethnie. Ça, c'est ça qu'on parle de conflit ethnique. Ça aussi. Et là, dans le business international, il faut tenir compte de ça. Vous vous rappelez, conflit ethnique au Rwanda, qu'est-ce que ça avait provoqué? Ça avait provoqué un massacre.
D'accord? Vous vous rappelez ça? Ça, c'est important. Expropriation et nationalisation. Ça, encore, expropriation et nationalisation, là encore, c'est un risque hein, qui dépasse les frontières. Là, vous vous rappelez l'histoire d'expropriation des propriétaires des usines ou bien des entreprises qui transforment le pétrole en gaz au Venezuela. C'est à cause de ça qui fait qu'on a maintenant le Venezuela est considéré comme un pays pauvre malgré la richesse en pétrole de ce pays-là. Il y avait eu des expropriations et bon, c'était, c'était bien réfléchi, mais bon, au final, ça a provoqué plus de dégâts. Voilà, ça, ce sont des choses qu'il faut tenir compte, hein, mais bon, et parfois on oublie de les mentionner. Euh, et aussi la corruption. Hein. Le plus gros danger, c'est la corruption. Ça aussi. Manque de transparence dans les affaires. Les dessous de table. Ça aussi, ça ruine un pays. Et en même temps, quand il y a de la corruption, ça donne pas envie d'aller faire du business. Ça veut dire que si vous allez faire du business dans ce pays-là, ils vont vous racketter. Ils vont vous demander de donner quelque chose pour pouvoir vous installer. Ça, c'est ce problème-là qu'on a avec la corruption. Pour faire un papier, il faut passer par des rackettaires, des personnes qui vous demandent des douilles sous table, des pots de vin. Ça aussi, ça c'est même si il y a la voie légale, vous passez par la voie légale, mais à l'intérieur du circuit de la voie légale, vous allez rencontrer un blocage. Ça aussi, c'est ça qu'on parle de la corruption. C'est ça. Et c'est dangereux. Il ne faut pas aller dans ces pays-là. Alors, comme risque, on a un risque économique, hein, comme défaut de paiement souverain. Mais bon, vous vous rappelez, une fois, c'était depuis des années 2000. Hein, ah oui, avant 2000, on va dire, on avait dit c'est le millénaire qui change. Comme ça, ils allaient annuler la dette de certains pays. Parmi ces pays-là, il y avait des pays en Afrique et deux ou trois pays dans les Caraïbes. Ils avaient annulé. Mais ils ont fait ça un peu par mépris, par hypocrisie. Ils utilisent toujours ces termes-là pour dire il y a tel pays, telle année, on avait annulé sa dette. À cause de ça, ces pays-là ne peuvent pas emprunter de l'argent sur, ne peuvent pas, sur le marché international. Ces pays-là ne peuvent pas emprunter de l'argent. Vous voyez? Ce sont eux qui ont annulé la dette, mais en même temps, ils vont faire souffrir ces pays-là parce que pour ces pays-là, on avait annulé la dette. Voilà. C'est ça qu'ils utilisent comme arme. C'est vrai, mais pour vous, si vous travaillez dans la diplomatie pour vous aller défendre un pays, la première chose, vous allez dire oui, mais ce n'est pas le risque ultime. Parce que le risque, c'est multidimensionnel. Il y a un ensemble de facteurs. Vous allez dire que ça fait partie des facteurs économiques, mais ce n'est pas l'ensemble des facteurs. Là, vous allez regarder facteurs économiques et politiques, facteurs technologiques, environnementaux, etc., etc., légal, etc. Voilà. L'inflation et déflation excessive, là encore, et bon, quand on parle de l'inflation, c'est la hausse généralisée des prix des produits, notamment des produits de première nécessité. Quand il y a de l'inflation dans un pays, hein, ça ne donne pas envie aux investisseurs d'aller investir dans ce pays. Bah, l'inflation, maintenant, c'est bon, c'est comme une compétition internationale. C'est tous les pays qui en parlent maintenant. Aucun pays n'est exempt de l'inflation. Bah, peut-être la Russie qui est exemptée de l'inflation à cause de son économie de guerre. Mais bon, aucun pays n'est exempté de l'inflation. Volatilité de la monnaie, oui, ça aussi, ça, c'est un problème énorme hein, quand le monnaie n'est pas stable. Quand le monnaie n'est pas stable, ça veut dire que ça a un impact sur le taux de change. Avec aujourd'hui, parfois quand on discute en école d'économie ou bien dans les écoles de commerce, on dit aujourd'hui, je peux acheter un jean, demain, je peux acheter la moitié d'un jean. Avec $100, je peux acheter un jean. Demain, avec $100, je peux acheter seulement la moitié d'un jean. Je ne peux pas acheter un jean complet parce que l'argent, ça change.
Ça change sur le marché de l'échange. Voilà, ça c'est important, il faut tenir compte de ça, la volatilité de la monnaie. On avait vu ça tout au début de la guerre en Ukraine. Il y a une volatilité énorme hein, des monnaies du monde entier c'est toujours par rapport au dollar. Et maintenant, le dollar commence à affaiblir avec le BRICS qui teste déjà des nouveaux produits comme alternative au dollar. Dépendance économique, hein, un pays qui dépend d'une seule ressource, hein, ça aussi c'est exagéré pour ce pays-là. Bon, le plus souvent, ils prennent l'exemple des pays, certains pays en Afrique qui sont dépendants des ressources naturelles, des ressources minières. Après, ils peuvent prendre l'exemple également de Venezuela qui est dépendant du pétrole, par exemple. Ça, c'est important. On ne peut pas dépendre d'un seul produit. Alors, il faut produire énormément de biens chez soi pour ne pas dépendre d'un seul bien qu'on fabrique et qu'on exploite. Voilà. Les risques économiques, toujours, il y a les tensions sociales, hein, c'est plutôt risque social plutôt. On va corriger le risque social, les tensions sociales, les qualités de l'éducation de la main-d'œuvre, on a déjà parlé de ça, et aussi le vieillissement de la population. Ça c'est le plus grand problème que l'on rencontre dans les pays de l'Europe, hein, pas aussi en général. Les États-Unis, le Canada, c'est différent, mais en Europe, on a un vieillissement de la population. On a un vieillissement de la population. Ça, dans 30 ans, ça peut provoquer un problème énorme, énorme de trouver des gens pour travailler. C'est pour cela, peut-être si vous regardez à la télé, vous regardez dans les journaux, ils parlent toujours de la retraite. La retraite, ils veulent pousser la retraite à 65 ans, d'autres pays 67. Ils peuvent même aller jusqu'à 70 ans pour que les gens puissent prendre leur retraite à 70 ans parce que la population vieillit. Si la population vieillit, qui va payer les factures? Qui va payer les impôts? Qui va payer les taxes? C'est la question, c'est ça la question. Qui va payer? Voilà, la population vieillit. On n'a pas assez de jeunes pour travailler parce que il faut qu'il y ait des gens qui travaillent. C'est pour cela qu'ils sont en train de tirer la ficelle sur la retraite. Ils cherchent à pousser la retraite 67, 70 ans, jusqu'à 70 ans. Quelqu'un qui a 70 ans, qui prend sa retraite à partir de 70 ans. Combien d'années que la personne reste à vivre? Vous voyez, pendant qu'on passe tout son temps à travailler, le corps s'épuise. C'est ça aussi. C'est ça qu'il y a un vieillissement de la population en Europe. Et le vieillissement est beaucoup plus expliqué par la crise de 2008, hein, la crise des subprimes. Alors, les risques légaux. Alors là, ça c'est important. Quand il n'y a pas de cadre juridique, ça c'est un problème énorme. Quand il n'y a pas de cadre juridique, on va investir dans un pays, il n'y a même pas un code douanier. Il n'y a pas un code douanier. Ça, c'est un problème. Dans ce pays-là, le code civil ne parle pas de la protection des biens. Ça aussi. Ça, il y a un vide juridique. Ça, c'est important. Le code de l'investissement. Puis, code de l'investissement, code douanier, c'est important. Le code du commerce, c'est important. Ça, c'est important. C'est quand on n'a pas ces gens de loi cadre, on ne peut pas aller investir dans ce pays-là. Autre chose encore très important il n'y a pas de cadre sectoriel, de code sectoriel en fonction du secteur. Par exemple, pour les touristes, il faut qu'il y ait une loi, un projet de loi ou une loi qui encadre les codes qui encadrent le secteur du tourisme, le secteur agricole, le secteur alimentaire, le secteur de la santé. Tous les secteurs doivent être encadrés par la loi. C'est ça. C'est ça. Quand il n'y a pas, c'est un risque. Je ne vais pas citer des pays, bon, je viens d'un pays où il n'y a pas ce genre de loi. Ça aussi, c'est un problème important. La régulation change. La régulation change aussi. Ça a un impact aussi sur la fiscalité. Bon, ben, je prends un pays comme la France.
la régulation en matière des étrangers, des personnes d'origine étrangère. Ça change chaque année. Chaque année, ils ont une batterie de projets de loi pour les étrangers. Ah, ils passent leur temps à faire que ça. Alors, vous qui êtes investisseur, si vous avez, bon, une balance de 100 000 euros, quand vous arrivez, ils vont vous donner la possibilité d'avoir une carte professionnelle rapidement. Et après, vous continuez à travailler, fictifier votre argent, vous payez les taxes et puis, bon, vous êtes stable. Mais si vous n'avez pas, si vous avez moins que 100 000 euros, vous allez passer par toutes ces cases de galères. Vous voyez, toutes ces cases de galères. Puis, vous allez parfois perdre vos droits aussi. Ça peut arriver que vous n'avez pas eu le temps de renouveler votre titre de séjour parce que le parcours est plus compliqué que jamais. Ça aussi. Et tout ça, ce sont des informations importantes. Ça, c'est ce qu'on appelle régulation changeante. Ça change à tout moment. Et puis, le gouvernement, toujours sur les projets fiscaux, parfois ça change. Et maintenant, durant ces derniers jours en France, vous voyez tout ce que les gens parlent dans les médias. On parle de la France et des États-Unis. Avec l'arrivée de Donald Trump, on ne sait pas à partir du 20 janvier comment ça va être en Amérique. Peut-être il va tout changer. Parce que lui, on avait vu comment il avait saboté Obamacare, comment il avait enterré l'accord de Paris, etc., etc. Il y a autant de choses qu'il avait fait, mais qui sont néfastes pour les êtres vivants et aussi pour la planète. Voilà. Et autre chose, c'est le respect des contrats. Ça aussi, respect des contrats. Est-ce que les gens, est-ce qu'ils ont dans leur ADN le respect des contrats? Alors, c'est ça qui faisait la valeur de l'Occident. C'était le respect des contrats. Respect des contrats. Bon, on ne va pas en parler de la politique, mais vous pouvez vous renseigner que depuis un certain temps, ils ne respectent pas les contrats avec certains dirigeants de pays, avec certains pays. Ça aussi, il faut penser à ça. Risques environnementaux, là, on parle des catastrophes naturelles. Là, on ne peut rien faire. Ça, c'est la nature. Bon, là, on prend le plus souvent le bassin des Caraïbes. C'est très dépendant des cyclones, parce qu'il y a toujours des cyclones. Cyclones, parfois des ouragans. De Miami, passant par les Caraïbes, il y a toujours ces phénomènes, ces catastrophes naturelles aussi. Un pays comme Haïti a souvent touché par des séismes. Le Japon, souvent touché par des séismes. Le Chili, souvent touché par des séismes. Ça aussi, il faut tenir compte de ça. Inondation. Bon, là encore, c'est un gros morceau. Là, on va voir l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est avec la mousson. Il y a toujours, chaque année, des parties et bien des régions entières qui sont inondées. L'inondation. Ça aussi, il faut penser à ça. Pourquoi il faut penser à ça? Parce que quand vous allez négocier avec ces pays-là, mais le risque est plus élevé, les assurances vont être plus élevées. Le coût des assurances vont être plus élevés. C'est ça. C'est ça, et ça nous renseigne sur ces notions-là. Si vous allez faire du business dans ce pays-là, les assurances, vos assureurs vont vous facturer plus. Et ça peut arriver, vous passez une année, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas d'ouragan, il n'y a pas d'inondation. Dans ce cas-là, ce sont les assureurs qui gagnent. Vous voyez? C'est pour cela qu'on dit que ça fait partie des catégories des risques. Le changement climatique, là, aucun pays n'est épargné. C'est tous les pays du monde. Changement climatique, c'est tous les pays du monde. On avait vu la semaine, on va dire, il y a 2 semaines, en France, le mercredi, il faisait chaud et le jeudi matin, la neige tombait. Le mercredi, il faisait 17, 18 degrés. Dans certains endroits, c'est jusqu'à 20 degrés. Mais le lendemain matin, vers les 9 heures, il y a la neige qui tombait. Et, et, à- et dans la soirée,
la température descend jusqu'à 0 degré dans certains endroits. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle le dérèglement climatique. On parle du dérèglement climatique. Et puis avant-hier, il faisait bon. Hier, il faisait bon. Hier, il faisait bon. Vous voyez? C'est tout ça. Il y a un dérèglement climatique. Ça, il faut tenir compte de ça. Aucun pays n'est épargné. Vous allez voir dans le pays où vous êtes, si vous êtes dans un pays chaud, là, il fait encore plus chaud. Et quand la pluie tombe, la pluie elle n'arrête pas de tomber. Quand la pluie tombe, hein, comme disait l'autre. C'est que quand la pluie tombe, c'est pas comme avant. Ça dure encore plus, hein. Et puis, on peut passer près de 6, 7, 8 mois, il ne pleut pas. On n'a même pas une goutte de pluie. On peut passer le mois de mai, surtout dans les Caraïbes, il ne pleut pas. C'est ça, quand on parle des changements climatiques. Bon, là, je vous explique en grosso modo, mais ça vous permet de constater, quand on parle des changements climatiques, ce n'est pas une blague. On va voir les climato-sceptiques vont dire oui, ça c'est faux. Les investisseurs, c'est la seule chose que les grands investisseurs ne croient pas, c'est les changements climatiques. Voilà, c'est seulement ça. Ça nous rassure pour nous qui cherchent à avoir des investisseurs avec qui faire du business. Mais il faut penser à ça. Pourquoi il faut penser à ça? Parce que quand la pluie tombe, il y a l'inondation, on ne peut pas aller travailler. Changement climatique, il fait très chaud, on ne peut pas aller travailler. La neige tombe, on ne peut pas aller travailler. Et si il peut y avoir des problèmes dans le transport. Le trafic ne fonctionne pas. Ça aussi. Quand le trafic ne fonctionne pas, vous perdez de l'argent. Votre entreprise ne peut pas tourner. Vous voyez? Il n'y a pas de salariés qui viennent pour travailler et vous perdez de l'argent. C'est là il faut en tenir compte de ça. La réglementation environnementale de plus en plus contraignante dans certains pays. Voilà, ça c'est important, il faut tenir compte de ça et les normes sont de plus en plus strictes, hein. C'est ça. Autre problème, c'est les risques technologiques. Quand on parle des risques technologiques, on va avoir l'ensemble des infrastructures technologiques, soit l'Internet, Internet, ou l'infrastructure énergétique. Ça, c'est important. Sans énergie dans un pays, on ne peut pas faire du business. Sinon, on va demander, s'il n'y a pas de réseau énergétique, hein, on va chercher à avoir nous-mêmes euh, un système de génératrice, hein, et de générateurs. Ça fonctionne à un moment et puis ça va consommer de l'essence. Ça, vous perdez de l'argent. Quand vous utilisez le réseau local, le réseau national, vous payez 52% de moins cher, parfois jusqu'à 70% moins cher. Mais quand vous allez utiliser génératrice, hein, ça, il faut alimenter, il faut nourrir la génératrice par l'essence, hein, ou bien d'autres sources énergétiques pour pouvoir avoir du courant électrique. C'est ça encore. Vous voyez? Ça, c'est important. Il faut tenir compte de ça. Et sans réseau électrique, les réseaux technologiques ne peuvent pas fonctionner comme ça doit. Ça aussi. Quand on parle des risques technologiques, c'est technologique du point de vue énergétique et technologique du point de vue de la communication, Internet, télécommunication, etc. Mais après, il y a aussi tout ce qui concerne la finance, sans oublier les cyberattaques, cyberrisques. Cyberrisque, c'est quand il y a des hackers qui vont chercher à pirater vos données. Pas seulement pirater vos données, ça peut aller encore plus loin. Pirater votre compte bancaire. Pirater votre compte bancaire et prélève tout ce que vous avez sur votre compte bancaire. Si tout est prélevé et puis vous êtes supprimé automatiquement, il n'y aura pas d'assureur qui va vous rembourser. Ça, il faut penser à ça. Il n'y aura pas d'assureur qui va vous rembourser. C'est pour cela, les pays où l'usage Internet n'est pas structuré ne donne pas envie et ça décourage les gens. Dans l'ensemble, ce sont ces risques-là, l'ensemble de ces risques qu'il faut tenir compte. Parce que pourquoi il faut tenir compte de ces risques-là? Parce que ces risques ont un impact sur l'investissement, sur la décision d'une entreprise ou d'un investisseur à aller ou bien à éviter un pays jugé trop risqué. Ça, c'est important. Tous les risques qu'on vient de voir, technologiques, économiques,
sociologiques, et puis politiques, géopolitiques, environnementaux, tous ces risques-là peuvent décourager un investisseur à aller investir dans un pays. Les conditions de prêt aussi, ça aussi. Un pays risqué, on va pas accorder des prêts à un pays risqué. Ça aussi. Si vous venez d'un pays qui est risqué, on ne va pas vous accorder des prêts pour votre entreprise sur le marché international parce que le risque est élevé. Et pareil, si on vous accorde le prêt, le taux va être totalement élevé, jusqu'à 30%. Ça aussi. Et quand on arrive à un montant, à un taux jusqu'à 30%, là encore, et ça c'est du domaine de l'usure. Et gestion des importations et exportations aussi. Ça, pareil, on avait vu dans tout ce qui concerne les lois CAD, ça fait partie des risques légaux. Les pays qui ne sont pas encadrés, les secteurs qui ne sont pas encadrés, ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie. Et parfois, il y a des barrières à l'entrée et des barrières de sortie. Par rapport à la gestion des importations, est-ce qu'il va y avoir des retards de livraison? Ça, c'est important. Pour tenir compte de ça, alors, quels sont les outils et indices qui sont couramment utilisés pour évaluer les risques pays? Généralement, c'est les risques politiques du pays, la notation souveraine, hein, et l'indice de compétitivité mondiale et l'indice de corruption selon la Transparency internationale. Alors, ces deux gros morceaux, hein, notion, notation souveraine et corruption, ces deux indices-là peuvent décourager un investisseur à aller investir dans un pays. Ça aussi, ces deux notions. Pareil, bon, comment ça se passe si vous faites partie de ce qu'on appelle les partenariats publics-privés? Vous participez dans un cadre de partenariat public-privé pour répondre à un appel d'offres, pour positionner une entreprise. On va regarder ces niveaux de risque. On va regarder ces niveaux de risque. Cela, il y a des pays qu'on a annulé leurs dettes à la fin des années 90, début des années 2000, et ces pays-là sont mal notés sur le plan souverain. Ah, une mauvaise notation souveraine. D'accord? C'est ça. Et puis, pour la corruption, c'est Transparency International qui établit le niveau de risque de certains pays. L'indice de compétitivité, ça, c'est généralement par le Forum économique de Davos, Forum économique mondial, qui établit l'indice de compétitivité. Et parfois, c'est réel, parfois, c'est faux aussi, ça peut arriver parce que on sait que ces grands clubs, comment ça fonctionne. Si on trouve des copains avec qui on peut discuter, et puis même si le pays est risqué, on peut aller investir. Mais si on n'a aucun copain à qui discuter, pour trouver la part du gâteau, on va classer le pays automatiquement comme pays risqué. Bon, par rapport à ça, je vous résume globalement les risques qui impactent vraiment beaucoup plus des pays sur le plan international. Bon, je ne vais pas tout dire, mais ce sont l'ensemble des risques qu'on avait vus tout à l'heure, économiques, géopolitiques, sociétales, technologiques et environnementaux. L'ensemble de ces risques-là. Mais parmi ces risques-là, il y a des notions qu'on n'avait pas citées. Par exemple, le problème de l'eau, sécheresse, problème de sécheresse fait partie des risques élevés. Les risques élevés, ça, c'est important. Et migration aussi fait partie des risques élevés. C'est un pays qui connaît un fort taux de migration. Euh, les- euh, c'est un pays à risque élevé. Ça, il faut tenir compte de ça. On ne va pas passer notre temps à dire, mais vous aurez ce document, vous pouvez le lire et comprendre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me parler. Bon, OK, on a parlé des risques, mais bon, pour pallier ces risques, on va aller sur les critères d'attrait d'un pays. Alors, là encore, on va encore plus loin. Il y a le côté histoire. L'histoire est à cheval entre le social et la politique. L'histoire du pays.
Pour aller dans ce pays-là, il faut regarder est-ce que ce pays dispose d'une relation historique avec votre pays. Ça, c'est important. Et votre pays ou bien votre bloc régional. Par exemple, si vous êtes dans les Caraïbes, vous choisissez votre pays, ou bien vous choisissez CARICOM. Est-ce que ce pays-là possède un partenariat avec CARICOM? Par exemple, il y a l'accord ACP. ACP, c'est entre l'Union européenne et l'ensemble des pays de CARICOM. L'ensemble des pays de la CARICOM, là aussi, pour une entreprise qui se trouve dans un pays des Caraïbes, c'est facile de faire du business avec un pays qui fait partie de l'Union européenne. Voilà. Et il y a aussi les 54 pays de l'Afrique. C'est facile de faire du business par l'intermédiaire de cet accord parce qu'il y a déjà une relation commune qui existe entre ce bloc et votre pays. D'accord? Ça, c'est important. Autre chose, est-ce que vous partagez une même culture, une même langue, par exemple? Si vous, là, on parle français. Si vous pouvez faire du business avec n'importe quel pays qui parle français parce qu'on a une approche culturelle commune, notamment la langue. On parle la même langue. On peut faire du business. Déjà, on a un outil d'échange. Et pareil, si le pays a connu la colonisation par les Français, bien par les Anglais, si votre pays a connu la colonisation par les Français, vous pouvez faire du business avec ces pays-là. Si votre pays a connu la colonisation par les Français, vous pouvez faire du business avec la France. Si c'est avec les Anglais, avec l'Angleterre. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est important pour échanger. Pareil pour la relation diplomatique. Avant d'aller dans un pays, on a beaucoup insisté sur ça, il faut regarder quelle relation qu'on a avec l'histoire. Et vous, si vous êtes diplomate, vous allez travailler dans un pays, essayez de voir quelle relation qu'on a eue dans le passé. Il y a toujours une relation parce que le monde évolue. Je me rappelle une amie qui m'avait dit, ah, vous venez d'Haïti parce que nous sommes des Ivoiriens, on a l'amour d'errance qui était un soldat de l'armée d'Haïti qui venait de la Côte d'Ivoire. Ah oui, oui, j'ai dit, ah oui, oui, la Mondérance, il a participé dans la guerre du Sud, oui, oui, je me rappelle. Voilà, ça, ce sont des notions qui nous permettent de se rencontrer. Pareil, quand j'ai discuté avec un Béninois, il m'a dit, oui, voilà, avec Toussaint Louverture, ses origines viennent du royaume d'Alada, au Bénin. Voilà, il y a des choses qui se rencontrent. Ça, c'est important. Il faut toujours faire appel à l'histoire, surtout dans le business. Dans le business, il faut toujours faire appel à l'histoire. Trouver des anecdotes qui vous rapprochent. Ça aussi. Ça permet de sauter les verrous, mais sauter les risques qui existent. La facilité géographique, hein, est-ce qu'il dispose des hubs logistiques qui facilitent les échanges? Est-ce qu'il y a des ports pour le dédouanement, l'embarquement et dédouanement, ça aussi c'est important. D'accord? Est-ce que le pays est enclavé, s'il y a des routes qui facilitent les échanges? Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut poser. Toutes ces questions-là qu'il faut poser. Voilà, sur le plan économique, hein, le revenu des ménages, hein, ça aussi, le taux de chômage. Hein. Pourquoi c'est important ces informations? Parce que ce sont les ménages qui vont acheter vos produits ou services. Quand les gens sont au chômage, ils ne vont pas consommer des produits en fonction de ses goûts, c'est plutôt en fonction de son budget. Ça, c'est important. Il faut tenir compte de ça. Le niveau de la vie aussi, la hausse du niveau de vie, hein, pour voir est-ce que ça correspond à votre produit. Le niveau d'ouverture, de fermeture, relations commerciales avec votre pays, les accords qu'on avait parlé tout à l'heure. Ça, c'est important. Et sociodémographie, l'accroissement de la population. Est-ce que la population croît? Et le pourcentage des jeunes en fonction des tendances de consommation. Le pourcentage des jeunes dans cette population. Le pouvoir d'achat. Ça, ce sont des informations importantes sur lesquelles que vous allez baser. Et puis, les politiques
Les politiques gouvernementales, à savoir les régimes politiques, hein, est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée, des barrières à la sortie, est-ce qu'il y a de l'instabilité politique ou pas? Ce sont ces informations-là, je vous laisse découvrir. Maintenant, pour terminer, on a cette belle carte. Cette belle carte, ça vous présente les pays qui sont risqués. Bon, c'est de l'Atlas 2024, c'est très récent. Les pays en vert, ce sont les pays qui sont sécurisés. Ce sont, bon, ça, c'est une carte faite par les Occidentaux. C'est normal. Dans cette carte-là, on voit les pays qui sont en vert, ce sont les pays attractifs, les pays où vous pouvez faire du business. Et les pays qui sont en rouge, ce sont les pays où il ne faut pas aller faire du business. Voilà, ce ne sont pas des pays attractifs. Et ce que je trouve un peu curieux dans cette liste des pays, il y a l'Argentine, hein, l'Argentine, hein, qui est en rouge. Je me demande pourquoi. L'Argentine qui est en rouge. Mais les pays en orange, ce sont des pays avec qui on peut faire du business, mais qui sont quand même, qui présentent quand même un certain niveau de risque quand même. Voilà, les pays en orange. Orange, hein. Et orange clair, palme, hein, on peut dire, ce sont des pays moins risqués, plus ou moins. Mais par contre, on voit même la Grande-Bretagne n'est pas 100% sûre. La Grande-Bretagne n'est pas 100% sûre. Et le plus bizarre dans cette liste, on voit Arabie Saoudite, c'est en vert. Arabie Saoudite, c'est en vert, ça veut dire que c'est un pays qui n'est pas risqué. On peut aller faire du business. Bon, bref. C'est juste pour vous dire à quel niveau qu'il faut prendre cette carte avec des pincettes. Essentiel, vous disposez des personnes sur le terrain pour faire du business. On voit l'Inde, c'est hyper sécurisé. L'Inde, la Chine, hyper sécurisé. L'Australie, super sécurisé. Et puis le Japon, hyper sécurisé, etc. Corée du Sud, hyper sécurisé. On voit là aussi, Corée du Nord et Mongolie, c'est moyennement. Azerbaïdjan, ce n'est pas sécurisé du tout. En, en Afrique, il y a seulement Botswana qui est sécurisé à 100% pour faire du business. Qu'il soit l'Algérie, le Maroc, Sénégal, ce ne sont pas des pays hyper sécurisés. Quand même, il y a quand même un niveau de risque. Il y a certains, presque tous les pays du Sahel ne sont pas sécurisés. Et puis la Libye, l'Éthiopie, Soudan ne sont pas sécurisés. Voilà, c'est ça qu'on a dans cette carte. Mais c'est une carte qu'il faut prendre à la pincette parce que bon, c'est à partir de tous les critères qu'on avait vus tout à l'heure, ils ont pu établir cette carte. D'accord? Bon, là, on a dans les Caraïbes, là, c'est pas folichon, quoi. Et puis, bon, et puis Dominicaine à moitié sécurisée, et puis Haïti n'est pas du tout sécurisé, euh, Cuba, pas du tout sécurisé, Jamaïque, pas du tout sécurisé. Ben, là, il y a un problème. Même Jamaïque qui a atteint 0% de son chômage au mois de novembre. Là. 0% de chômage en Jamaïque. Tout le monde travaille. Tout le monde n'a rien emploi. Jamaïque. Mais bon, voilà, c'est ça. C'est une carte qu'il faut prendre avec des pincettes. Mais bon, je vous présente quelques calculs à faire pour voir les degrés d'attractivité d'un pays. Bon, ça, c'est pour si vous allez dans un pays, vous allez faire du business. Bon, ça, c'est important. On va terminer avec les tendances actuelles parce que Émilie m'a déjà envoyé 2 messages. Il faut que je termine, je vais terminer. Alors, les tendances actuelles. Les tendances actuelles, ça se passe entre les pays. Les pays qui se fâchent avec d'autres pays. Ça a commencé depuis 2014. Depuis 2014, quand la Russie a envahi la Crimée. Quand la Russie a envahi la Crimée, ce que les Occidentaux ont fait, notamment avec les États-Unis, ils ont commencé à ajouter des sanctions, à prendre des sanctions contre la Russie, c'est un nombre de sanctions, des sanctions qui allaient jusqu'à plus de 8 000, 10 000, 10 000 sanctions contre un seul pays. Quand on dit sanctions, quand on voit un pays, on ne sait pas ce qui se passe déjà dans ce pays-là. Par exemple, tous les produits qui sont en circulation, les échanges, tout compte. Ça peut être sur le plan social, ça peut être sur le plan technique, technologique, etc. Différents domaines.
C'est ça qui a donné naissance avec tous ces cas de figure. Il y a une tendance qu'on appelle friendshoring. Friendshoring, on dit c'est échange entre pays partageant des valeurs politiques similaires. On parle de politique commerciale. Il faut bien préciser. Valeurs politiques, politique commerciale. Valeurs commerciales. Politique commerciale. Similaire. On va voir, premier pays dans ce cas de figure, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui sont dans cette logique du friendshoring. Le friendshoring, en quelque sorte, ce sont des pays amis qui partagent quelque chose. Ils vont faire du business ensemble. Deux exemples de pays qu'on peut prendre, c'est les États-Unis et Taïwan, les États-Unis et Corée du Sud. Par exemple, pour tout ce qui concerne les puces électroniques, hein, c'est les États-Unis ordonnent à Taïwan de vendre qu'à elle, qu'à lui. C'est ça, c'est ça. C'est avec seulement ce pays-là qu'il faut échanger les puces électroniques. Taïwan n'a pas le droit de vendre à autres pays, à d'autres pays. C'est ça, c'est du friendshoring. Le friendshoring, c'est au-delà des règles de l'OMC. C'est l'OMC qui établit les règles de base du commerce international. Hein. Au lieu de ça, on va chercher les pays avec qui on partage des valeurs communes. On va échanger. On va échanger des produits. On avait vu ça avec l'histoire des COVID-19. Quand il y a COVID-19, ce que les Américains ont fait, les Américains faisaient en sorte qu'ils sont plus amis avec la Chine pour pouvoir euh, doubler la France, pour pouvoir doubler la France dans ce qu'on appelle les masses antigéniques. Voilà, ça c'est n'importe quoi. Les masses chirurgicaux, juste un masque, quoi. Mais ils ont doublé la France, les masses. Voilà, ça c'est important. Voilà, ça c'est friendshoring. Friendshoring, on peut prendre l'exemple hein, de partage d'expérience bien du business entre la Chine et la Russie, et du business entre la Russie et l'Iran. Vous voyez, c'est du friendshoring. Nous sommes des amis, nous pouvons faire du business ensemble parce que nous partageons des valeurs politiques similaires. C'est ça, c'est dans ce sens-là, c'est du friendshoring. De plus en plus de friendshoring. Voilà. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle fair shoring. Fair shoring, c'est délocaliser à l'extérieur. C'est une autre tendance. Ça, on avait parlé de ça. Les entreprises allemandes quittent l'Allemagne pour aller se délocaliser vers les États-Unis parce qu'il y a un problème quelconque, le problème de ressources énergétiques. Il n'y a pas de gaz qui venait de la Russie avant pour faire fonctionner les usines en Allemagne. Comme c'est aux États-Unis qu'il y a les gaz de schiste, et ces entreprises allemandes se délocalisent vers euh, les États-Unis. Il y a le nearshoring. Nearshoring, c'est délocalisation vers l'intérieur. Délocalisation vers l'intérieur, en quelque sorte, vous habitez dans un même pays, vous laissez une ville pour aller dans une autre ville. Et l'entreprise quitte une ville pour aller dans une autre ville. S'il y a un problème de salariés, il y a un problème de salariés dans la zone où on est installé, la solution, c'est délocaliser à l'intérieur du pays. On ne quitte pas le pays. D'accord? Et puis, il y a reshoring. Reshoring, c'est la relocalisation. C'est depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, on a eu des relocalisations. Des entreprises américaines qui étaient basées aux États et en Chine, suivant la pression de Donald Trump, et ces entreprises ont quitté la Chine pour se rapatrier aux États-Unis, pour se relocaliser aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle euh, la relocalisation ou reshoring. Ça, c'est important. C'est juste des termes techniques, mais bon, il faut que vous vous habituez. Et protectionniste, hein, protectionniste, c'est quand un pays met des douanes sur des produits importés. Comme ça permet de bloquer l'importation ou les importations d'un pays. On voit la bataille entre la Chine et les États-Unis. C'est cette histoire de taxation plus élevée, avec des droits des douanes encore plus élevés. Du coup, avec l'arrivée de Donald Trump, ça va encore pousser encore plus loin. Le protectionnisme va avoir du bon temps.
Ça, c'est important. Faut penser à ça. Le protectionnisme, hein, c'est ça. Quand vous mettez des droits de douane sur les produits importés, ça permet de décourager les gens à importer et encourager la production locale. Ça, c'est ça important, ça permet de créer des emplois locaux. Important. Et puis, il y a le green shoring. Green shoring, c'est pareil. Là, vous cherchez à choisir vous cherchez à vous approvisionner dans des pays ou bien à partir des fournisseurs qui respectent la loi, qui respectent les normes, notamment les normes environnementales. Ça s'appelle green shoring. Et autre chose, il y a la multipolarité économique. Là encore, on voit des micro-blocs qui se créent de plus en plus. Depuis un micro-bloc qui s'est créé, hein, des blocs économiques passés par là. On avait déjà G7, après G7, on avait G20, et puis maintenant, on a le BRICS. On a le BRICS Plus. Et il y a ASEAN aussi qui existe, et il y a MENA qui existe, il y a autant de groupes qui existent. Il y a CEDEAO qui existe pour l'Afrique subsaharienne, autant de micro-groupes. C'est c'est- c'est la multipolarité économique, plusieurs pôles économiques. Et sans oublier les pôles qui sont dans des pays aussi. Pôles et, et la déglobalisation, là encore, déglobalisation, ça avec le BRICS plus, on voit de plus en plus la déglobalisation qui se développe. Et voilà, tout ça, c'est à cause des erreurs faites par les Occidentaux. Les Occidentaux qui se croient toujours supérieurs par rapport aux autres. Et puis, ben, les autres, maintenant, commencent à se réveiller. Se réveiller, dire, on ne va pas vous laisser faire comme avant. Et puis, c'est ça qui provoque la déglobalisation. Il n'y a plus de globalisation comme l'avait prôné David Ricardo.